Un homme noir tue le nouveau-né devant toute la salle d'audience. 5 minutes plus tard, tout a changé. Les grandes portes à 2 battants du palais de justice s'ouvrirent, révélant le sol de marbre froid qui s'étendait jusqu'au banc surélevé du juge. L'air était lourd, imprégné non seulement du parfum du bois vieilli et du laiton poli, mais aussi de la tension suffocante d'un verdict imminent. Samuel Carter, un homme dont le visage portait les stigmates de l'injustice, entra d'un pas lent et posé. Il se battait depuis des mois pour cette affaire, sachant que les dés étaient pipés contre lui. Il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais contre tout un système conçu pour écraser des hommes comme lui. La salle d'audience était bondée, non seulement de juristes, mais aussi de membres du public et des médias venus assister à ce qui était devenu l'un des procès les plus controversés de l'histoire de l'État. L'air crépitait de spéculations chuchotées, de murmures étouffés se glissant entre les rangées de bancs en bois. Samuel sentait le poids d'innombrables regards posés sur lui, leurs regards mêlant curiosité, sympathie et jugement à peine contenus. Son affaire avait suscité protestations et débats, attirant l'attention des groupes de défense des droits civiques, des militants et même de la communauté internationale. Certains le voyaient comme un symbole de défiance envers un système corrompu, tandis que d'autres le voyaient comme un bouc émissaire, un avertissement pour ceux qui osèrent défier les puissants. À son banc siégeait le juge Howard Lansing, un homme connu pour ses décisions implacables et sa longue tradition de favoritisme envers l'élite privilégiée. Son expression était gravée dans la pierre, indéchiffrable, mais indéniablement chargée d'une intention tacite. Il frappa une fois son marteau sur le bois poli, un son qui fit frissonner Samuel. Le regard froid que Lansing jetait sur la salle d'audience exprimait une impatience à peine voilée, comme s'il avait déjà décidé de l'issue et attendait simplement la fin du spectacle. À ses côtés, l'équipe de l'accusation échangeait des sourires narquois et confiants, leurs costumes impeccables et leurs mallettes étincelantes contrastant fortement avec la détermination lasse qui se lisait sur les traits de Samuel. Ils étaient arrivés armés de rhétorique, de preuves sélectives, du soutien de ceux qui n'avaient aucun intérêt à voir un homme comme Samuel en liberté. Face à eux, Daniel Reeves, l'avocat de Samuel, était assis, la mâchoire serrée, les doigts agrippés aux accoudoirs de son fauteuil, comme pour se protéger d'une force invisible. Il avait passé des nuits blanches à éplucher les failles juridiques, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait faire pencher la balance en leur faveur. Mais au fond de lui, même lui savait que le jeu était truqué bien avant qu'il n'ait mis les pieds dans la salle d'audience. Alors que Samuel prenait place, son regard se posa sur une figure particulière dans la salle, le sénateur Marshall Gaines. Ce haut responsable politique avait une présence troublante, son regard empli de la froide assurance de quelqu'un qui se savait intouchable. Il était assis avec un air de détachement calculé, ses doigts tambourinant nonchalamment sur la surface polie du banc. Gaines entretenait des liens étroits avec le système judiciaire de l'État, et chacun savait que sa parole avait plus de pouvoir que n'importe quel livre de droit. Sa seule présence était un message, une déclaration tacite. Quoi qu'il arrive entre ces murs, il gardait le contrôle. « À l'ordre !» annonça l'huissier, appelant tout le monde au garde-à-vous. Le bruit des pas traînants et le froissement des papiers s'estompèrent, tandis qu'un silence tendu s'installait dans la salle. Le procès allait commencer. Le procureur se leva le premier, d'un pas mesuré et posé, s'approchant du banc. Il arborait le sourire narquois d'un homme qui avait joué à ce jeu d'innombrables fois et rarement perdu. Il parlait avec une cadence maîtrisée, chaque mot étant sec et calculé, destiné à dépeindre Samuel comme un homme à la moralité douteuse et aux intentions dangereuses. Il exposait les allégations avec le talent d'un interprète chevronné, tissant un récit qui correspondait parfaitement aux attentes de ceux qui avaient déjà pris leur décision. Des preuves furent présentées, même si Samuel savait pertinemment comment les manipuler. Des témoignages ont été lus, chacun étant une pièce de puzzle soigneusement organisée dans une image qui avait été préétablie bien avant même son arrestation. Daniel Reeves riposta avec la même ferveur, utilisant toutes les manœuvres juridiques à sa disposition.
Il convoqua des témoins, mit en doute l'intégrité des preuves et tenta de mettre en évidence les incohérences de l'argumentation de l'accusation. Mais à chaque point soulevé, l'accusation répliqua par un geste dédaigneux, une objection retenue, un regard noir du juge qui indiquait clairement que ses efforts n'étaient que de la poudre aux yeux. L'air se remplit de frustration, le pouls de Samuel martelant ses tempes tandis qu'il regardait les débats se dérouler comme un accident de voiture au ralenti. Le temps s'estompa à mesure que les heures s'écoulaient, le poids du procès pesant sur les épaules de Samuel comme un joug de fer. Il sentait l'épuisement le gagner, mais il refusait de le laisser paraître. Il refusait de leur donner la satisfaction de le voir s'effondrer. Au fond de la salle d'audience, au-delà des rangées de journalistes griffonnant furieusement sur leurs carnets, au-delà des spectateurs venus assister à son sort, une femme était assise, les mains jointes sur ses genoux. Ses yeux, assombris par l'inquiétude, ne quittèrent jamais Samuel. Elle était un fantôme de son passé, un rappel de tout ce qu'il avait perdu et de tout ce pourquoi il devait encore se battre. Le juge Howard Lansing s'éclaircit la gorge, son regard parcourant la salle tel un juge examinant les condamnés. Il se pencha légèrement en avant, comme savourant l'impatience qui flottait dans l'air. La prochaine phase du procès allait commencer, et avec elle, le moment qui déterminerait si Samuel Carter serait libéré ou s'il deviendrait une nouvelle victime d'un système depuis longtemps conçu pour le trahir. La tension dans la salle redoubla, un nœud coulant invisible se refermant autour de la gorge de Samuel. Il s'arma de courage, inspira profondément, forçant ses mains à rester immobiles, se préparant à l'avenir. La vérité avait toujours été fragile entre les mains de ceux qui détenaient le pouvoir, et maintenant, plus que jamais, il comprenait que son sort ne reposait pas sur la justice, mais sur celle d'hommes qui avaient déjà décidé de son destin. Le marteau frappa à nouveau le banc, son écho résonnant dans la salle comme le glas d'une cloche funéraire. Le procès se déroula comme une représentation soigneusement orchestrée. L'accusation présenta des preuves fabriquées de toutes pièces, stratégiquement placées pour s'assurer de la culpabilité de Samuel aux yeux du jury. Les témoins, certains contraints, d'autres payés directement, déposèrent des témoignages si bien rodés qu'ils auraient pu lire un texte. Chaque objection de Daniel fut rejetée, tandis que chaque mot de l'accusation fut accueilli par des hochements de tête approbateurs de la part du banc. Samuel resta immobile, les mains crispées sous la table. Il s'attendait à de la corruption, mais l'ampleur du phénomène était bien pire qu'il ne l'imaginait. Il avait vu de ses propres yeux ce qui arrive lorsqu'un homme s'oppose à des personnalités puissantes, et il avait toutes les raisons de craindre la suite. Il y a 2 semaines, Samuel avait découvert des documents reliant le juge Lansing et le sénateur Gaines à un réseau de transactions illégales, blanchiment d'argent, racket et pots de vin, qui s'étendait jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Il avait envoyé ces documents à un journaliste d'investigation, mais avant la publication du rapport, celui-ci avait disparu sans laisser de traces. Le message était clair. Les personnes au pouvoir ne reculeraient devant rien pour faire taire ceux qui les menaçaient. Alors que le procès se poursuivait, des rumeurs circulaient dans la salle d'audience. L'accès aux médias était fortement restreint et des sources rapportaient que certains responsables gouvernementaux avaient reçu l'ordre de surveiller de près les débats. Un sinistre complot se tramait et Samuel se trouvait au cœur de l'affaire. Puis, alors que la tension semblait à son comble, l'impensable se produisit. Une vive agitation éclata près de l'entrée de la salle d'audience, attirant tous les regards vers les lourdes portes à double battant. L'huissier s'avança rapidement, s'avançant tandis que les murmures se transformaient en halètements. Une femme s'était introduite de force, le visage pâle d'impatience, son regard parcourant la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Samuel. De ses mains tremblantes, elle serrait un dossier dont les pages étaient à peine maintenues par une reliure effilochée. Le marteau du juge Lansing frappa violemment le banc, exigeant le calme, mais la femme n'y prêta aucune attention. D'une voix emplie de désespoir,
Elle déclara détenir de nouvelles preuves, des documents inédits, des preuves qui pourraient bouleverser toute l'affaire. Le cœur de Samuel s'emballa tandis qu'il reconnaissait cette femme. Il connaissait cette femme. C'était l'assistante du journaliste disparu, celle qui avait disparu après avoir reçu les documents accablants. La salle d'audience sombra dans le chaos. L'accusation s'empressa de protester, haussant le ton, mais la défense saisit l'occasion, insistant pour que les preuves soient examinées. Le regard froid du juge se fixa sur la femme, son expression indéchiffrable, mais sous-jacente. Samuel perçut quelque chose. De la peur. Pour la première fois depuis le début du procès, le rapport de force avait basculé, même légèrement. Le dossier fut remis à la défense, les doigts de Daniel agrippant les papiers tandis qu'il en parcourait le contenu. Sa mâchoire se serra, ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'il assimilait les implications de ce qu'il tenait entre ses mains. Il se tourna vers Samuel. Une lueur indéchiffrable passa entre eux avant qu'il ne se redresse et fasse face au juge. Avec une détermination inébranlable, il déclara que cette preuve pouvait non seulement prouver l'innocence de Samuel, mais aussi révéler une conspiration qui débordait largement cette salle d'audience. Le juge Lansing hésita, ses doigts tapotant le bois poli du banc. Il sentait le poids de la salle peser sur lui, les regards impatients du jury, des médias, du public. Gane resta immobile, mais son regard perçant était perçant, un avertissement silencieux que personne ne semblait saisir. Le pouvoir du sénateur était redoutable, et même le juge n'était pas insensible à son influence. L'accusation exigea le rejet des preuves, affirmant qu'elles avaient été obtenues illégalement et donc irrecevables. La défense répliqua, arguant que les supprimer constituerait une obstruction à la justice. La tension dans la salle redoubla, une joute verbale se déployant avec la gravité d'une guerre en cours. Chaque seconde semblait s'écouler, un équilibre précaire au bord de l'effondrement. Puis, alors que Lansing semblait sur le point de donner raison à l'accusation, une voix du fond de la salle l'interrompit. Un homme se tenait debout, sa présence jusque-là inaperçue, le visage voilé par la faible lumière des lustres. Il se tenait avec autorité, son costume impeccablement repassé, ses gestes posés. Lorsqu'il parla, sa voix était calme mais autoritaire, tranchant la clameur avec une précision effrayante. Il se présenta comme enquêteur fédéral, précisant qu'il suivait cette affaire depuis le début. Il révéla que le journaliste disparu avait laissé derrière lui un plan d'urgence, un double de documents cachés, prêts à être découverts si quelque chose de suspect lui arrivait. La femme qui avait fait irruption dans la salle d'audience les avait récupérés et, craignant pour sa propre sécurité, avait attendu le moment opportun pour les présenter. Un silence pesant plana sur la salle, empli d'impatience. Le visage du juge resta impassible, mais la crispation de sa main sur le marteau trahissait son trouble intérieur. Il savait qu'ignorer cette information exposerait à un examen échappant à son contrôle, et que la rejeter d'emblée risquait de révéler quelque chose de bien plus grave que le destin d'un seul homme. L'accusation se tourna vers Gane, cherchant conseil, mais l'expression du sénateur resta indéchiffrable. Il se renversa dans son siège, les doigts croisés, comme s'il préparait déjà sa prochaine action. Samuel voyait les rouages tourner, se demandant silencieusement si cette révélation inattendue pouvait être contenue ou s'il était déjà trop tard. Le juge Lansing expira lentement avant d'annoncer la suspension de l'audience. Le marteau frappa de nouveau, mais cette fois, son son n'eut plus la même force de conclusion qu'auparavant. Samuel sentit le changement, la possibilité d'une issue différente s'insinuer dans ses pensées. Il n'était pas encore libre, mais pour la première fois, les murs qui l'entouraient ne lui semblaient plus aussi impénétrables qu'avant. Alors que la foule se dispersait, des murmures emplissaient l'air. Les spéculations allaient bon train. Samuel se tourna vers Daniel, qui soutint son regard avec une détermination retrouvée. Le combat était loin d'être terminé, mais la donne avait changé. Et à cet instant, Samuel comprit une chose. Parfois, même dans les plus sombres sphères du pouvoir, une seule fissure suffisait à tout faire s'écrouler.
Dans un geste qui stupéfia même les observateurs les plus cyniques, le juge Lansing ordonna une suspension d'audience imprévue. Le silence se fit, tandis qu'il se levait, ajustant sa robe avant de rendre un jugement glaçant. « Monsieur Carter, vos actions ont mis en péril la structure même de notre système judiciaire. Étant donné la gravité de votre défiance et l'influence que vous tentez d'exercer, je trouve nécessaire de faire de vous un exemple. » Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement et 2 policiers armés entrèrent, tenant un objet enveloppé dans un linge blanc. La salle fut saisie d'horreur lorsque le paquet fut dévoilé, le nouveau-né de Samuel, enlevé à sa femme quelques heures plus tôt. Les cris de sa femme résonnèrent hors des murs de la salle d'audience, tandis qu'on l'empêchait d'entrer. Samuel se leva de son siège, la vue brouillée par la rage et la terreur. « Non, non, arrêtez !» Mais le juge Lansing se contenta d'un hochement de tête. D'un geste froid et calculé, il fit signe à l'un des policiers. En un instant, un coup de feu retentit et les cris du nourrisson furent réduits au silence à jamais. La salle d'audience sombra dans le chaos. Halètements, cris et sanglots désespérés de ceux qui avaient encore la capacité de croire en la justice emplirent l'air. Samuel s'effondra à genoux, le corps violemment secoué par le chagrin. Puis, quelque chose changea. Un changement, invisible mais profondément ressenti. Le silence qui suivit ne fut pas celui de l'impuissance, mais celui du calme avant la tempête. Le poids de l'acte s'abattit sur la salle comme un brouillard suffocant. L'espace d'un instant, même les plus fidèles partisans du système restèrent muets, les mains tremblantes. Les journalistes, caméras oubliées, restèrent figés, incapables de comprendre l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux. Le jury, trié sur le volet pour condamner Samuel, se retrouva soudain à s'interroger sur le rôle qu'il avait joué dans cette grotesque démonstration de pouvoir. Le sénateur Gaines resta assis, l'expression indéchiffrable, mais ses doigts tambourinèrent sur la surface en bois poli devant lui. Il avait orchestré de nombreux actes de corruption, mais là, c'était différent. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Des témoins, trop nombreux, tous désormais irrémédiablement impliqués dans ce qui venait de se produire. Son esprit travaillait vite, calculant le coût de cette action, le risque qu'elle représentait pour son empire soigneusement entretenu. Le corps de Samuel bascula en avant, ses mains s'appuyant sur le sol de marbre froid, comme s'il tentait de s'ancrer dans un monde qui n'avait plus de sens. Il n'entendait rien au-delà du bourdonnement dans ses oreilles, rien au-delà du vide obscur de son chagrin. Puis, lentement, le bourdonnement fit place à autre chose. Un murmure de mouvement, un frottement de pieds, un raclement de gorge. Il releva la tête, clignant des yeux à travers la brume, et les vit. Des visages qui le fixaient, non pas avec pitié, mais avec reconnaissance, avec compréhension, avec fureur. Un frisson d'agitation parcourut la foule, un feu prenant feu. Une première voix s'éleva en signe de protestation, une accusation unique et tremblante lancée en l'air, puis un autre, plus fort cette fois, plus ferme. L'huissier se déplaça, son regard se portant vers le juge, tandis que la salle tremblait sous le murmure de l'agitation. Les officiers qui avaient exécuté l'ordre restèrent incertains, leurs armes se resserrant, mais l'hésitation marquait à présent leurs expressions autrefois fermes. Samuel avait tout perdu. Il n'y avait plus de place pour la peur, plus de place pour le doute. Il se releva, le souffle court, le corps enflammé par quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une raison d'être. Il ne s'agissait plus de lui, il s'agissait de tous. Daniel Reeves passa le premier. L'avocat de la défense, toujours homme à la parole mesurée et à la retenue prudente, s'avança alors, le regard brûlant. Il désigna Lansing du doigt, sa voix résonnant dans la salle, accusant le juge de meurtre en présence de l'assistance. Ces mots brisèrent le mince vernis de contrôle, brisant l'illusion de la loi et de l'ordre. L'assistance se leva. Les spectateurs, les journalistes, les badauds, venus seulement pour observer, se retrouvèrent désormais au cœur d'un événement plus vaste qu'un simple procès. Les gardes s'empressèrent de contenir le chaos grandissant, mais pour la première fois, leur pouvoir s'effritait. Ce n'était plus Samuel Carter qui était jugé,
mais l'institution même qui l'avait condamné avant même qu'il n'ait prononcé un mot pour sa défense. Le juge Lansing frappa de son marteau, exigeant le silence, mais le bruit l'engloutit. Les cris d'injustice retentirent plus fort, le poids de l'indignation publique s'abattant de toutes parts. Gaines se leva alors, sa patience à bout, et d'un seul geste, son équipe de sécurité s'élança. Samuel observe le pouvoir lutter contre l'inéluctabilité. Le peuple ne se tairait pas, plus maintenant. Il ne s'agissait pas seulement d'une vie volée de sang-froid, mais de toutes les vies écrasées sous la botte d'hommes, comme Lansing et Gaines. Le premier coup de feu ne provenait pas des policiers, mais de la foule. Un journaliste, caméra toujours en bandoulière, avait dégainé une arme, le visage sculpté dans la pierre, visant le banc du juge. Le tir manqua le coup, touchant le bois à quelques centimètres de la main de Lansing. La salle d'audience s'agita, les corps s'entrechoquant, les chaises se renversant, les cris déchirant l'air, tandis que des années de répression se transformaient en un moment de vérité. Samuel ne s'enfuit pas. Il se tourna, son regard fixé sur Daniel, sur les quelques silhouettes présentes dans la pièce qui luttaient encore pour quelque chose au-delà de la survie. Il leur restait quelques minutes, quelques secondes peut-être, avant que le système ne s'abatte sur eux de plein fouet. Mais ils ne partiraient pas sans bruit. Ils ne seraient pas anéantis. Gaines avança rapidement, ses gardes formant un mur serré autour de lui tandis qu'il se dirigeait vers la sortie. Lansing recula précipitamment, son autorité s'effondrant sous lui. Les officiers, autrefois résolus, hésitèrent maintenant, pris entre leur devoir et la vérité indéniable. Ce qui venait de se passer était injustifiable. La ville le saurait bientôt, le monde le saurait bientôt. Et Samuel Carter, un homme à qui on avait donné toutes les raisons de craquer, se tenait impassible au centre de tout cela. La tempête était arrivée. 5 minutes plus tard, tout changea. Une explosion soudaine à l'extérieur du palais de justice envoya une onde de choc à travers le bâtiment, faisant trembler les fenêtres et emplissant l'air d'une odeur âcre de fumée. Des hommes armés, masqués et se déplaçant avec une précision mortelle, firent irruption dans la salle, armes levées, réduisant au silence les agents de sécurité avant qu'ils n'aient le temps de réagir. Le chaos, né de l'indignation, se transforma en véritable insurrection. Daniel Reeves, l'avocat de la défense, se leva, la tension cédant la place à une détermination glaciale. D'un geste mesuré, il retira sa veste de costume, révélant un gilet dissimulé en dessous. Il avait préparé ce moment. Pendant des semaines, il avait œuvré dans l'ombre, rassemblant des alliés, ceux qui avaient été lésés par le système, ceux qui avaient perdu foi en la loi, ceux qui n'avaient plus rien à perdre. La bataille pour la justice avait dépassé les mots et les verdicts. C'était devenu une guerre. Les hommes masqués n'étaient pas de simples mercenaires. C'étaient d'anciens agents des forces de l'ordre, des soldats désabusés et des citoyens ordinaires qui avaient été témoins d'une corruption trop profonde pour être ignorée. Ils agissaient avec détermination, rassemblant les fonctionnaires corrompus un par un, les arrachant à leur piédestal. Le juge Lansing, pour la première fois de sa carrière prestigieuse de décisions implacables, semblait effrayé. L'autorité froide qu'il exerçait autrefois n'avait plus aucun poids ici. Le sénateur Gaines, conscient qu'aucun accord secret ne pourrait le sauver, tenta de fuir, mais il fut rapidement appréhendé, ses protestations étouffées par le grondement du soulèvement. Samuel, toujours à genoux, sentit la pression d'une main ferme sur son épaule. Daniel était à ses côtés, le regard impassible. Il n'en avait pas fini. La justice n'était pas un verdict, c'était le jugement rendu lorsque le peuple refusait de se taire. La salle d'audience, autrefois bastion de l'oppression, était devenue le théâtre d'une révolution. Les caméras, désormais entre les mains de ceux qui cherchaient la vérité, retransmettaient en direct les événements à des millions de personnes. Les écrans de tout le pays s'allumèrent, révélant les profondeurs de la corruption et les atrocités commises au nom du pouvoir. Le pouvoir judiciaire, les hauts fonctionnaires et les politiciens qui s'étaient longtemps considérés comme intouchables étaient désormais exposés au grand jour. Le temps que la poussière retombe,
le gouvernement était en plein désarroi. Les manifestations se sont transformées en révolutions à grande échelle. Les tribunaux ont brûlé, symbole d'un système défaillant, et ceux qui détenaient autrefois le pouvoir se sont retrouvés à la merci de ceux-là même qu'ils avaient passé des années à opprimer. Ce n'était pas la justice promise par la loi, c'était une justice arrachée à ceux qui l'avaient accaparée. Samuel se tenait au milieu des décombres, le souffle court malgré la tempête de feu qui faisait rage autour de lui. Il leva les yeux vers le ciel, les premières lueurs de l'aube perçant les nuages tachés de fumée. Pour la première fois, il le sentit, le poids de l'histoire qui se déplaçait, la naissance de quelque chose de nouveau. Justice n'avait pas été rendue, elle avait été prise.